Avant de commencer, imagine un instant que l'une des plus grandes catastrophes écologiques modernes n'ait pas été causée par une guerre, ni par une catastrophe naturelle, mais par une simple décision humaine qui semblait brillante à l'époque. Et si je te disais que la solution à ce désastre existait déjà depuis toujours, sous les yeux de tous, mais qu'il a fallu presque un siècle pour la comprendre? Si ce genre d'histoire te fascine, prends une seconde pour t'abonner et rester jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas découvrir va complètement changer ta façon de voir la nature et ses équilibres invisibles. Tout commence avec une invasion silencieuse. Dans le nord de l'Australie, une créature avance lentement mais sans jamais s'arrêter. Pendant près de 90 ans, elle s'est propagée sans qu'aucune solution ne semble fonctionner. Des millions d'individus, toxiques, résistants, impossibles à contrôler, ont envahi des sécaporants, écosystèmes entiers, détruisant des espèces qui existaient depuis des dizaines de millions d'années. Rien ne semblait pouvoir les arrêter. Ces animaux, ce sont les crapauds buffles. À première vue, ils paraissent inoffensifs, mais leur peau renferme un poison extrêmement puissant. Un simple contact peut suffire à tuer un prédateur. Des serpents, des varans, des crocodiles, tous sont tombés face à cette nouvelle menace qu'ils n'avaient jamais rencontrée cette fois auparavant. Et le pire, c'est que ces crapauds continuaient d'évoluer. Ils devenaient plus rapides, plus endurants, capables de parcourir toujours plus de distance. Mais pour comprendre comment tout cela a commencé, il faut remonter à une erreur précise. Une décision prise en 1935. À cette époque, les plantations de canne à sucre du Queensland faisaient face à un problème majeur. Un insecte ravageur détruisait les cultures, causant des pertes énormes. Les agriculteurs étaient désespérés. Alors quelqu'un a proposé une solution qui semblait logique: introduire un prédateur naturel. Les crapauds buffles, originaires d'Amérique du Sud, étaient connus pour se nourrir d'insectes. Ils avaient déjà été utilisés ailleurs avec un certain succès. L'idée semblait simple: les relâcher dans les champs et les laisser régler le problème. Ainsi, 101 crapauds furent introduits en Australie. Les scientifiques approuvèrent, les autorités validèrent. Mais personne ne posa la question essentielle. Et si ça ne marchait pas? Et ça n'a pas marché. Les insectes responsables des dégâts vivaient en hauteur, sur les tiges de canne à sucre. Les crapauds, eux, restaient au sol. Ils ne pouvaient même pas les atteindre. Ils n'ont jamais mangé ces insectes. Le programme avait échoué. Mais les crapauds, eux, étaient toujours là. Ils ont trouvé un environnement idéal, chaud, humide, rempli de nourriture. Et surtout, sans prédateurs, capables de leur résister. Là où ils vivaient auparavant, certains animaux avaient appris à les éviter. Mais en Australie, aucun animal ne savait à quel point ils étaient dangereux. C'est là que l'erreur est devenue catastrophe. Une seule femelle peut pondre jusqu'à 30 000 œufs par saison. Et elle peut se reproduire plusieurs fois. Sans ennemis naturels, leur population n'a pas simplement augmenté, elle a explosé. En quelques décennies, les 101 crapauds initiaux se sont transformés en une armée en mouvement, couvrant toute la côte nord du pays. Ils avançaient lentement au début, à peine quelques mètres par an. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. Ils ont évolué. Les individus en tête de l'invasion, ceux qui colonisaient les nouveaux territoires, étaient naturellement sélectionnés pour leur capacité physique. Ils avaient des pattes plus longues, plus d'endurance et pouvaient parcourir de plus grandes distances. Leur progression s'est accélérée, mais leur véritable arme restait leur poison. Lorsqu'un animal les attaquait, une substance blanche toxique pénétrait dans sa bouche et arrêtait son cœur. Des prédateurs entiers disparaissaient en quelques minutes. Les populations de certains marsupiaux ont chuté de plus de 90%. Des espèces présentes depuis des millions d'années ont quasiment disparu. Même des crocodiles ont été retrouvés morts, avec des crapauds coincés dans la gueule. Petit à petit, tout l'équilibre écologique s'est effondré. Quand les prédateurs disparaissent, tout le reste change. Les proies prolifèrent, les insectes se multiplient, les chaînes alimentaires se brisent. Et malgré tous les efforts humains, rien ne fonctionnait. Des campagnes d'élimination massive, des barrières, des produits chimiques, rien n'arrêtait cette invasion.
Comment lutter contre des centaines de millions d'individus? Pendant des années, la situation semblait sans issue. Mais pendant que les scientifiques cherchaient des solutions complexes, quelque chose d'étrange se produisait, juste sous leurs yeux. Près de l'eau, là où les crapauds se reproduisent, un phénomène inattendu a été observé. Alors que les grands prédateurs mouraient, une toute petite créature semblait prospérer. Une fourmi. Pas n'importe laquelle, la fourmi carnivore locale. Ces fourmis attaquaient les jeunes crapauds et ne semblaient pas du tout affectées par leur poison. Elles continuaient à les mordre, à les submerger, comme si la toxine n'existait pas. Ce détail a tout changé. Les chercheurs ont arrêté de se demander comment tuer les crapauds et ont commencé à se demander pourquoi ces fourmis y arrivaient si facilement. La réponse réside dans leur biologie. Le poison du crapaud agit sur le cœur en perturbant des mécanismes spécifiques présents chez les vertébrés, mammifères, reptiles, amphibiens. Mais les insectes, eux, fonctionnent différemment. Leur système interne n'est pas affecté de la même manière. Pour une fourmi, ce poison n'est qu'un simple désagrément. Et ces fourmis ne sont pas faibles, elles sont rapides, organisées, agressives. Lorsqu'elles trouvent une source de nourriture, elles appellent immédiatement des centaines d'autres individus. Face à elles, un jeune crapaud n'a aucune chance. Mais ce qui rend la situation encore plus surprenante, c'est la manière dont elles attaquent. Elles ne mordent pas une seule fois, elles attaquent en masse sur tout le corps. Chaque fourmi reçoit une dose minuscule de toxines insuffisante pour lui faire du mal. Le poison qui tue un crocodile devient inutile contre des centaines de petites morsures. Et le crapaud, lui, ne comprend pas. Sa stratégie de survie repose sur une idée simple: rester immobile et laisser le poison faire le travail. Mais face à une attaque collective, cette stratégie devient fatale. C'est un piège naturel. Les scientifiques ont alors réalisé quelque chose d'encore plus important. Les grenouilles locales, qui vivent avec ces fourmis depuis des millions d'années, savent comment réagir. Elles sautent immédiatement et s'échappent. Le crapaud, lui, reste immobile. Et c'est précisément cette différence qui explique tout. À ce moment-là, les chercheurs ont compris qu'ils n'étaient peut-être pas en train de faire face à un problème impossible, mais à une solution qu'ils n'avaient jamais envisagée. Ils n'avaient pas besoin d'inventer une nouvelle arme, ni de modifier génétiquement une espèce, ni de déployer des technologies coûteuses. Ils devaient simplement observer ce que la nature faisait déjà et amplifier ce mécanisme au bon moment. Mais pour que cette idée fonctionne, il fallait comprendre un détail crucial du cycle de vie du crapaud. Lorsque les têtards se transforment en jeunes crapauds, ils passent par une phase extrêmement vulnérable. À ce moment précis, ils quittent l'eau pour la première fois. Leurs branchies disparaissent, leurs poumons prennent le relais, mais leur peau reste encore fragile. Ils ne peuvent pas s'éloigner trop loin de l'humidité, sans risquer de se dessécher. Ils se retrouvent alors coincés dans une zone très spécifique, le bord de l'eau. Et c'est là que tout devient intéressant. Des milliers de minuscules crapauds, à peine plus gros qu'un ongle, s'entassent dans la boue humide. Ils sont lents, fatigués, désorientés. Et comme si cela ne suffisait pas, ils font face à un autre danger inattendu: les adultes de leur propre espèce. Les crapauds adultes mangent les plus jeunes. Cela force les petits à s'éloigner rapidement de l'eau, souvent en pleine journée, au moment où les adultes sont moins actifs. Mais ce timing est catastrophique pour eux, parce que c'est aussi le moment où les fourmis sont les plus actives. Tout s'aligne contre eux. Ils quittent l'eau exactement au moment où leurs prédateurs naturels sont les plus nombreux, dans une zone déjà contrôlée par ces colonies de fourmis, sans avoir la vitesse ni la force pour s'enfuir. Ce n'est pas juste un mauvais hasard. C'est une accumulation d'erreurs évolutives. Pendant près de 90 ans, personne n'avait compris que cette faiblesse existait à une échelle aussi massive. C'est là que les scientifiques ont posé une nouvelle question. Et si on pouvait intensifier ce moment précis? Et la réponse qu'ils ont trouvée est presque difficile à croire. Ils ont utilisé de la nourriture pour chats. Oui, simplement des boîtes de nourriture pour chats. L'idée est étonnamment logique. Les fourmis carnivores sont fortement attirées par les protéines. Si vous placez une source de nourriture riche près de l'eau, vous ne faites pas venir quelques fourmis. Vous mobilisez toute une colonie, des milliers d'individus convergeant vers un seul point. Et ils y restent,
Cela transforme une zone précise en un véritable piège biologique. Mais le timing est essentiel. Si vous placez l'appât au bon moment, juste avant que les jeunes crapauds ne sortent de l'eau, vous créez une situation où chaque individu qui tente de quitter l'eau se retrouve immédiatement face à une armée. Les résultats ont été choquants. Dans certaines zones, jusqu'à 98% des jeunes crapauds ont été éliminés. Dans certains cas, absolument aucun n'a survécu. Des dizaines de milliers d'individus supprimés en une seule saison dans un seul point d'eau. Et ce chiffre est encore plus impressionnant quand on comprend ses conséquences. Chaque crapaud éliminé, c'est potentiellement des dizaines de milliers d'œufs en moins dans le futur. Ce n'est pas seulement une victoire locale, c'est un ralentissement massif de toute l'invasion. Et tout cela sans produits chimiques, sans machines, sans intervention lourde, juste en utilisant une interaction naturelle déjà existante. Mais une question évidente se pose. Si ces fourmis sont si efficaces, pourquoi n'ont-elles pas arrêté l'invasion depuis le début? La réponse est plus complexe et un peu dérangeante. Dans la nature, ce type de prédation existe déjà. Les fourmis attaquent les jeunes crapauds depuis toujours, mais leur impact est limité par leur nombre et leur distribution. Elles ne sont pas suffisamment concentrées au bon endroit, au bon moment, pour faire une différence significative à grande échelle. Ce que les scientifiques ont fait, ce n'est pas créer une nouvelle interaction, mais amplifier une interaction existante. Ils ont donné un avantage temporaire à un prédateur déjà présent. Et c'est là toute la subtilité. Contrairement à l'erreur de 1935, où une espèce étrangère a été introduite sans comprendre d'emprotilèse. Conséquence, ici, rien de nouveau n'est ajouté à l'écosystème. Les fourmis sont déjà là. Elles font déjà partie de cet environnement. Mais augmenter artificiellement leur présence, même temporairement, peut avoir des effets inattendus. C'est pourquoi les chercheurs ont été extrêmement prudents. Ils n'ont pas dispersé de la nourriture partout. Ils ont ciblé des zones spécifiques, à des moments précis, en surveillant attentivement les effets. Le but n'est pas de déséquilibrer un écosystème, mais d'intervenir de manière chirurgicale, créer une pression maximale sur les crapauds au moment où ils sont le plus vulnérables, puis laisser le système revenir à son état normal. Et ce qui rend cette approche encore plus fascinante, c'est qu'elle semble épargner les espèces locales. Les grenouilles natives, habituées depuis des millions d'années à ces fourmis, savent comment réagir. Elles détectent le danger immédiatement et s'échappent. Les crapauds, eux, restent immobiles. Encore une fois, cette simple différence comportementale fait toute la différence. Mais il y a un autre facteur, encore plus inattendu, le terrain lui-même. Dans certaines régions, le sol est fortement marqué par le passage du bétail, des empreintes profondes, des irrégularités, des creux. Pour un humain, ce n'est qu'un terrain difficile, mais pour un minuscule crapaud, chaque creux devient un piège. Ils tombent dedans et ne peuvent plus en sortir. Et lorsque les fourmis arrivent, ils sont condamnés. Les scientifiques ont même observé une corrélation directe. Plus le terrain est irrégulier, plus la mortalité des crapauds augmente. Tout semble conspirer contre eux à ce moment précis de leur vie. Et pourtant, pendant près d'un siècle, personne n'avait exploité cette faiblesse. C'est ce qui rend cette découverte si marquante. Elle ne repose pas sur une technologie avancée, ni sur une innovation spectaculaire. Elle repose sur une observation, une compréhension fine du système et une intervention minimale mais parfaitement ciblée. Mais avant de considérer cela comme une victoire, il reste une question essentielle. Peut-on vraiment contrôler une invasion de cette ampleur avec une méthode aussi simple ? Et surtout, que se passe-t-il lorsque l'on commence à modifier, même légèrement, l'équilibre naturel ? À ce stade, on pourrait croire que tout est réglé. Une solution simple, efficace, déjà présente dans la nature et des résultats impressionnants dès les premiers essais. Mais la réalité est beaucoup plus nuancée et les scientifiques le savent mieux que quiconque. Parce que l'histoire même de cette invasion est un avertissement. En 1935, une décision prise avec de bonnes intentions a déclenché une catastrophe écologique qui dure depuis presque un siècle. Alors aujourd'hui, même face à une solution prometteuse, personne ne veut répéter les mêmes erreurs. La première question est donc évidente. Que se passe-t-il si on augmente trop la population de fourmis, même temporairement ? Même si elles sont natives, cela ne signifie pas qu'elles sont inoffensives dans toutes les conditions. Toute espèce,
si elle devient trop dominante dans une zone, peut exercer une pression sur d'autres organismes. D'autres insectes, d'autres petits animaux, voire certains cycles écologiques pourraient être perturbés. C'est pour cette raison que cette méthode n'est pas utilisée de manière massive et incontrôlée. Elle est appliquée avec précision. Les équipes choisissent des points d'eau bien spécifiques, connus pour être des lieux de reproduction majeurs des crapauds. Elles analysent les cycles, observent les conditions et interviennent uniquement pendant une courte période, celle où les jeunes crapauds émergent. Puis elles arrêtent. Les fourmis retournent à leur comportement normal. L'écosystème reprend son rythme habituel. C'est une intervention temporaire, ciblée, presque invisible, et c'est précisément ce qui la rend différente de toutes les tentatives précédentes. Mais ce qui intrigue le plus les chercheurs, ce sont les premiers signes de changement. Dans certaines zones où cette méthode a été utilisée pendant plusieurs saisons, quelque chose commence à se produire. Des espèces qui avaient disparu reviennent. Des quolls, ces petits marsupiaux carnivores qui avaient presque été anéantis, sont à nouveau observés par des caméras nocturnes. Des varans, autrefois absents, réapparaissent dans des régions qu'ils avaient abandonnées. Ce ne sont pas encore des preuves définitives. Les scientifiques restent prudents. Ils savent que les écosystèmes sont complexes et que des changements apparents peuvent être temporaires. Mais ces observations sont suffisamment significatives pour attirer l'attention. Ce qui est en train de se produire n'est pas une élimination totale des crapauds. Et ce n'est pas l'objectif. Après presque 90 ans, ces animaux sont profondément intégrés dans l'environnement. Ils occupent des millions de kilomètres carrés. Les éradiquer complètement serait irréaliste. Le but est différent. Le but est de réduire leur nombre suffisamment pour que les espèces locales puissent survivre à nouveau. Parce que le véritable problème n'était pas seulement la présence des crapauds, mais leur domination. Lorsque leur population est trop élevée, les rencontres avec les prédateurs deviennent fréquentes et ces rencontres sont presque toujours fatales. Les populations locales n'ont pas le temps de se reproduire assez vite pour compenser les pertes. Mais si cette pression diminue, alors l'équilibre peut commencer à se rétablir, lentement, imparfaitement, mais réellement. Et c'est là que cette stratégie devient encore plus intéressante. Chaque jeune crapaud éliminé représente bien plus qu'un simple individu en moins. C'est une cascade d'événements évités. Un seul crapaud adulte peut produire jusqu'à 30 000 œufs par saison. Empêcher un individu d'atteindre l'âge adulte, c'est empêcher des générations entières de naître. À grande échelle, cela change complètement la dynamique de l'invasion. Au lieu d'une croissance incontrôlable, on obtient un ralentissement. Puis, dans certaines zones, une stabilisation. Et peut-être, avec le temps, un recul. Mais ce processus est lent. Il ne s'agit pas d'une solution miracle qui transforme tout en quelques mois. C'est un travail patient, répétitif, qui doit être appliqué année après année. Et surtout, au bon endroit. Les chercheurs ont compris qu'il n'est pas nécessaire d'agir partout. Il suffit d'agir au point clé. Les zones de reproduction stratégique. Les endroits où une seule intervention peut empêcher des milliers d'individus de se disperser sur des centaines de kilomètres. C'est une approche totalement différente de celle du passé. Avant, on essayait de combattre l'invasion frontalement, sur toute sa surface. Aujourd'hui, on agit sur ses points faibles. C'est une stratégie basée sur la compréhension, pas sur la force. Et ce changement de perspective est peut-être la leçon la plus importante de toute cette histoire. Parce qu'au fond, le problème n'a jamais été simplement les crapauds. Le problème, c'était notre manière d'interagir avec la nature. En 1935, on a voulu imposer une solution rapide à un système complexe, sans en comprendre les conséquences. Aujourd'hui, la solution fonctionne précisément parce qu'elle fait l'inverse. Elle n'ajoute rien, elle n'impose rien, elle observe et elle s'adapte. Elle utilise ce qui existe déjà. Et c'est ce qui la rend à la fois puissante et fragile. Puissante parce qu'elle s'appuie sur des mécanismes naturels profondément ancrés. Fragile parce qu'elle dépend d'un équilibre précis, d'un timing exact et d'une compréhension continue. Rien n'est garanti. Certains étangs ne seront pas traités à temps.
Certaines populations de crapauds réussiront à passer. Certaines zones resteront fortement infestées. Mais pour la première fois depuis près d'un siècle, il y a un changement, une direction, un espoir mesurable. Et peut-être que le détail le plus fascinant dans toute cette histoire, c'est la simplicité de la solution. Après des décennies de recherche, de tentatives complexes, de technologies coûteuses, la clé était là depuis le début. Une petite fourmi immunisée contre un poison mortel. Un comportement collectif parfaitement adapté et une simple boîte de nourriture pour chat placée au bon endroit, au bon moment. C'est tout. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas futuriste, mais c'est efficace. Et cela nous rappelle quelque chose d'essentiel. Dans la nature, les solutions les plus puissantes ne sont pas toujours les plus visibles. Parfois, elles sont déjà là. Il suffit de savoir regarder. Et maintenant que tu connais toute l'histoire, la prochaine fois que tu verras un problème qui semble impossible à résoudre, pose-toi une question simple. Et si la solution existait déjà juste sous tes yeux?